Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par le pôle de compétitivité Alpha RLH intitulé Traitement de surface innovant. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, nous sommes ensemble pour environ 1h15. Et donc, nous allons avoir plusieurs présentations d'experts du domaine. Donc, moi, je vais vous faire une petite introduction de quelques minutes. Mais je vais très rapidement passer la parole à des experts reconnus dans ce domaine. Donc, le premier sera John Lopez, qui est le président du club Laser et Procédés, et qui va nous parler de technologie laser pour la structuration et la fonctionnalisation de surface, principes et opportunités. Nous aurons ensuite Girolamo Mincusi, du Centre de ressources technologiques bordelais Alphanov, et qui va nous parler de production de masse de surface nano texturée par laser USP et du projet européen NewSkin. Ensuite, nous passerons la parole à David Brunet, de la société Lasea, et qui va nous présenter la fonctionnalisation de surface par laser pour améliorer la fabrication industrielle d'implants médicaux sur batterie. Ensuite, Technalia, donc François-Xavier Fay, qui va nous présenter l'ingénierie de surface à Technalia. Et nous terminerons par Romain Hérault, du pôle Alpha RLH, qui est chef de projet pour le projet européen NewSkin. Et ce projet est un accélérateur vers l'industrialisation de la nanostructuration et des nanotraitements de surface. Alors, je vais vous faire quelques planches, mais très rapidement. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions pendant le chat. Nous répondrons à vos questions à la fin de chaque présentation. Donc, nous aurons probablement la place pour 2-3 questions maximum. Donc, nous devrons faire un choix. Nous sommes désolés pour ceux et celles dont la question ne sera pas publiée. Donc, le pôle Alpha RLH en quelques mots. Donc, nous sommes un pôle de compétitivité situé en région Nouvelle-Aquitaine, essentiellement sur Bordeaux et Limoges, avec une antenne à La Rochelle et une antenne à Pau. Et donc, nous animons un écosystème d'entreprises, de laboratoires de recherche, d'institutions autour des technologies laser photonique d'une part et électronique hyperfréquence d'autre part. Et donc, ces technologies, nous les déclinons sur différents domaines d'activité stratégiques sur des marchés applicatifs, la communication et la sécurité, la santé et l'autonomie de l'autre, l'aéronautique spatiale défense et enfin l'énergie et le bâtiment intelligent. Donc, l'association regroupe environ 280 membres, répartis sur tout le territoire national, mais comme très centrés sur la région Nouvelle-Aquitaine. Mais nous avons des entreprises un petit peu partout en France et quelques laboratoires aussi en dehors du territoire Nouvelle-Aquitaine. Je vois par exemple Flavie Braud, que je salue, qui est connecté, donc du laboratoire de l'Université de Lille, de l'IEMN, que je connais très bien. Et donc, une soixantaine de nouveaux adhérents donc l'année dernière, donc un pôle en croissance, donc qui va de la toute petite entreprise jusqu'au grand groupe international, en passant, comme je l'ai dit, par les laboratoires de recherche, différents clusters, différentes associations, dont le club Laser et Procédés, qui sera représenté juste après moi par John Lopez. Alors un petit peu d'historique, alors sans prétention, en plus pour se chauffer et donner la parole ensuite. Donc les traitements de surface. Bien, depuis que l'humanité existe, l'homme a toujours traité des surfaces, que ce soit à des fins pour les utiliser, ou alors pour de l'art pariétal, pour la religion, etc., pour les arts en particulier. Donc là, j'ai retrouvé une photo de la grotte du Pêche-Merle dans le Lot. Voilà, ensuite des outils de découpe, de chasse. Donc tout ça, c'est bien du traitement de matériaux, des procédés qui ont été utilisés, que ce soit de la peinture, pour tailler des silex, voilà, des traitements mécaniques. Donc ensuite, vous connaissez tous Astérix, donc c'est voilà, du traitement aussi de métaux avec les forgerons. Et donc sur des choses un petit peu plus modernes, des procédés du 21e siècle. Donc on parle aujourd'hui de procédés laser, dont on va vraiment développer ces sujets-là tout à l'heure, du nano imprint, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc là, j'ai mis une petite photo en bas à droite, et par exemple un procédé de laser shock pinning. Eh bien ça, on peut vraiment faire l'amalgame, l'analogie avec ce que faisait
le Gaulois de l'époque où il traitait du métal avec son marteau et son enclume. Ben aujourd'hui, on fait ça avec des lasers pour améliorer les propriétés de la matière. Donc, des exemples de procédés, alors il y en a plein, là, donc j'en ai mis quelques-uns, mais ça va être à nouveau développé par mes collègues. De la gravure laser, du remodelage, du nano-imprint en lithographie, de l'holographie, des traitements chimiques, etc., etc. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Là, il y a une vidéo qui est apparue. Merci. Et donc, alors, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que les procédés de traitement de la matière et des traitements de surface sont très souvent liés au biomimétisme. Donc, on reproduit ce qui se fait dans la nature et on l'applique à des objets, soit de la vie de tous les jours, des objets industriels, etc. Alors, j'ai trouvé un petit exemple. Alors, on a vraiment beaucoup d'exemples de ce type-là, mais j'ai trouvé très joli de vous présenter le colibri, voilà, qui change de couleur quand il tourne la tête. Vous voyez des effets, en fait, on a des effets d'interférence optique parce que les plumes du colibri sont nanostructurées et reproduisent des tout petits interféromètres optiques. Et donc, les interféromètres optiques, il est bien connu qu'ils sont sensibles à l'orientation. Et donc voilà, ce très bel oiseau utilise ces propriétés-là pour se camoufler de ses prédateurs. Alors, on va avancer, voilà. Donc, et donc voilà, tous ces procédés, on les retrouve sur sur des surfaces métalliques, sur des polymères, etc. Donc sur quasiment tout matériau, on arrive à reproduire ce qui se passe dans la nature. Alors on va avancer. Donc moi j'en ai terminé pour mon introduction. Donc je vais donner la parole à John Lopez, président du Club Laser et Procédés, et qui va nous parler de technologie laser pour la structuration et la fonctionnalisation de surface, principes et opportunités. John, c'est à toi. Merci, Emmanuel. Tout d'abord, je remercie le pôle de compétitivité Alpha RLH pour cette opportunité de communiquer aujourd'hui, pour leur invitation. Merci, c'est très agréable. Alors, effectivement, le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est technologie pour la structuration et la fonctionnalisation de surface. Personnellement, je suis ingénieur de recherche au CNRS, au laboratoire CELIA de l'Université de Bordeaux, et je suis aussi président élu du Club Laser et Procédés, qui est une association, loi 1901, qui existe depuis 35 ans, qui est indépendante et autofinancée depuis 2005, et qui regroupe une soixantaine de membres, essentiellement industriels, dont le pôle Alpha RLH. Et notre mission, c'est la promotion des technologies, des procédés laser pour l'industrie, au travers de conférences, au travers de webinaires, au travers de newsletters trimestriels et au travers d'une activité sur les réseaux sociaux. Pour cela, effectivement, on essaie de développer à la fois le réseau, la visibilité et la diffusion d'informations ascendantes et descendantes. Donc, si on revient, alors voici la liste des membres. Si on revient à notre sujet d'aujourd'hui, nous verrons effectivement ce qu'est la fonctionnalisation de surface, pourquoi les technologies laser sont pertinentes pour ce type d'application. Je vous présenterai différentes techniques de structuration pour fonctionnaliser la surface. Nous verrons à chaque fois le principe et les applications, et également je vous présenterai des perspectives avant de conclure. Tout d'abord, la fonctionnalisation sert à apporter une valeur ajoutée à la surface. Alors, on peut apporter une nouvelle fonctionnalité qui n'existait pas, au contraire, améliorer une propriété déjà existante. On peut venir aussi venir fonctionnaliser une surface pour remplacer une propriété qui était présente, mais avec cette fois-ci, en produisant cette fonction avec un procédé propre. Et il faut savoir également que bon nombre de ces fonctions que l'on confère à la surface peuvent être inspirées de la nature, et donc on parle alors de biomimétisme. Là, vous avez quelques exemples qui sont assez connus, comme par exemple la feuille de tarot qui est super hydrophobe, le sandfish qui dans la peau présente des propriétés de résistance à la friction, le requin dont la peau facilite l'écoulement dans l'eau, et également un effet moins connu, l'effet Moss Eyes, ici, où on a un papillon. La partie noire, ici, est une partie qui absorbe la lumière par un effet, par une structuration de surface spécifique. Alors, on veut fonctionnaliser, par exemple, on veut la surface de manière à affecter la mobilité pour faire des surfaces super hydrophobes, super hydrophiles, ou au contraire, ou par exemple,
lipophile. On peut jouer aussi sur la morphologie pour obtenir des propriétés antibactériennes. Comme on a vu également, on peut jouer sur la morphologie pour jouer à la fois sur l'écoulement, mais également sur les frottements. On peut également, comme évoqué Emmanuel, faire du laser shot peening, c'est-à-dire du grenaillage laser, pour augmenter la résistance à la corrosion et augmenter la tenue en fatigue. Également, par ablation laser, on peut préparer la surface avant collage, avant peinture ou avant assemblage. Alors, je parlerai aujourd'hui de techniques qui affectent la surface. Je n'aurai pas le temps, mais il existe aussi des techniques qui vont juste affecter juste en dessous de la surface, en subsurface, notamment dans les matériaux diélectriques. Alors, pourquoi utiliser le laser? Alors, tout d'abord, le laser, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est effectivement une technologie qui permet d'obtenir un faisceau de lumière qui est intense. Il est monochromatique, c'est-à-dire qu'il a une couleur. Et cette couleur est déterminante, puisqu'il faut impérativement que le matériau absorbe la longueur d'onde du laser. Sinon, la puissance moyenne n'apporte rien. Le rayonnement peut être continu ou impulsionnel, avec des durées d'impulsion allant de la milliseconde à plusieurs centaines de femtosecondes. En général, plus on diminue la durée d'impulsion, plus la puissance crête augmente, et plus on va diminuer les effets collatéraux. Et également, c'est une lumière qui est cohérente, ce qui est intéressant pour certaines applications. Donc, ces technologies laser sont utilisées pour voir, pour mesurer, pour éclairer, pour transporter de l'information et également pour transformer la matière, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ces technologies sont des outils qui sont fiables, flexibles, agiles, parfaitement compatibles avec l'automatisation et également parfaitement compatibles avec la tendance à connecter les objets, connecter les machines, et effectivement, ces moteurs à photons, qui est le laser, peuvent être des objets connectés. Et également, on utilise aussi le laser pour venir surveiller un procédé, monitorer un procédé et venir contrôler avec éventuellement une boucle de rétroaction sur le faisceau. Donc, toutes ces technologies offrent de nouvelles opportunités en termes de design, en termes de fabrication et de contrôle. Alors, il y a de nombreux procédés laser. Je vais détailler après ceux qui sont utiles pour la fonctionnalisation, mais effectivement, avec un laser, on peut venir découper par un processus thermique ou non. On peut venir souder. Là, vous avez une configuration par transparence. Le soudage laser, il est étroit et très pénétrant. On peut venir percer. Alors, un perçage à la volée, c'est une impulsion, un trou. Un perçage par percussion nécessite plusieurs impulsions. Vous avez tous entendu parler également de fabrication additive, où cette fois-ci, on ne fait plus l'enlèvement de matière, on vient déposer de la matière pour construire la pièce, soit sur lit de poudre, soit par projection ou dépôt de fil. Et également des procédés un petit peu plus exotiques. On parle également, dans le cas des matériaux transparents, d'usinage en volume ou de modifier la matière en volume grâce à une absorption non linéaire. Pour ça, il nous faut des lasers à impulsion avec de forte intensité. On a également, Emmanuel a évoqué le laser shot peening, c'est le grenaillage laser, qui consiste à produire une onde de choc qui va introduire un stress résiduel en compression et augmenter comme ça la tenue en fatigue. Aujourd'hui, je vais plus vous parler des procédés d'ablation pour la gravure, pour le nettoyage de surface et également pour induire des structurations en surface. Alors, on va parler de procédés de 4 familles. Le premier est lié plutôt à la gravure. Le deuxième, c'est un autre procédé non ablatif, c'est-à-dire sans enlèvement de matière. On est sur l'auto-organisation de surface, c'est-à-dire la matière réagit sous l'effet du rayonnement. La troisième sera un procédé d'usinage où cette fois-ci, on utilise 2 faisceaux, voire plus, qui vont interférer pour produire une modulation d'intensité et donc produire des structures périodiques sur la surface. Et enfin, un procédé qui est moins connu, techniquement. Si on commence cette fois-ci par la gravure de surface, donc là, on est dans un régime où on ne cherche pas forcément à faire de l'enlèvement de matière, mais au contraire, à venir faire un changement en surface, soit en créant un aspect poli, soit en créant un aspect dépoli. Et en général, effectivement, si on utilise des lasers à impulsion brève, on gagne en finesse et en qualité de gravure. Alors, pour ce type d'application, voici des exemples. Ici, par exemple, vous voyez un réseau de montres sur lesquels on a fait une texturation pour créer une structure poreuse. Ici, sur un bracelet de montre, on a fait, alors là, les morceaux, les pièces sont lisses, et là, on a créé un effet brossé. Ici, pareil, sur une pièce en horlogerie, c'est de l'or avec un effet brossé qui est produit par laser. Et ici, de la décoration qui est produite par laser. Alors, on retrouve ici une pièce avec un motif pour la décoration. Et là, ici, ce qu'on appelle un effet de perlage. Et là, un effet ici de type Côte de Genève. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un relief, mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas de relief. C'est le motif légèrement gravé en surface qui donne cette impression-là. Donc, c'est vraiment un effet décoratif. Maintenant, si on
on cherche à aller en profondeur et qu'on va usiner par plusieurs passes. À chaque passe, on enlève une couche de matière. On peut descendre dans la matière et venir faire une gravure 2D. On change d'application. Également, on change de temps de gravure. Précédemment, en surface, on est sur des temps de gravure qui vont de quelques secondes à quelques minutes éventuellement pour les marquages les plus longs. Ici, on va être sur des gravures qui vont être de l'ordre de plusieurs dizaines de minutes, voire 1, 2 ou 3 heures en fonction de ce que l'on réalise. On peut aller en profondeur, de profondeur, on est sur des matières de l'ordre de 1000 m3 par minute. On peut difficilement aller au-delà, car au-delà, en fait, en général, ça nécessite des puissances moyennes qui introduisent un bain fondu. Alors, c'est possible, mais c'est beaucoup plus complexe. Là, vous avez des exemples de John, je me permets de couper 2 petites secondes de présentation. Si tu pouvais peut-être désactiver ta caméra, histoire de récupérer un peu de bande passante, parce qu'on est encore dans des voilà. Ok. Voilà. Là, je suis... Ok, c'est mieux. Voilà. Et je dirais les rugosités en fond d'usinage, on est sur des rugosités qui vont typiquement de 0,5 à 0,3 microns. Alors, en général, ces techniques-là sont plutôt utilisées pour graver des outils, comme par exemple des moules d'injection ici avec de la gravure 3D sur une pièce qui est courbe, ici une matrice d'emboutissage ou ici une électrode pour électroérosion. Maintenant, si on change de technique, alors cette fois-ci, on est toujours en surface, mais on est dans une configuration où le substrat est couvert d'un revêtement qui peut être une contamination, une peinture, un résidu d'huile de coupe. Et on va utiliser l'ablation laser pour enlever ce revêtement, soit pour un processus thermique, soit par un processus de choc, en fait, où on produit une onde de choc qui va provoquer un décollement entre le revêtement et le substrat. Alors, des exemples d'applications, j'en ai 3. Ici, par exemple, pour nettoyer un moule d'injection. Vous voyez ici une ligne lumineuse qui est de laser, en fait, qui est balayée très rapidement en surface, à plusieurs mètres par seconde. On peut également utiliser ces technologies-là pour venir nettoyer soit avant collage. Ici, par exemple, un plateau de batterie en aluminium qui est nettoyé avant collage. Et ici, une préparation de surface avant soudage, où on a des connecteurs de stator qui sont nettoyés au laser, donc avant soudage. Également, dans toutes les applications de décoating, nettoyage de surface, ici on a une application sur un flacon de parfum qui est bien connu, où on va enlever la couche métallique qui a été déposée par laser pour réaliser le motif souhaité. Là, on est sur quelques minutes d'usinage. Et ici, c'est une autre application, on est sur les boutons rétroéclairés, en général, qui sont utilisés sur les tableaux de bord automobiles, où en fait, on a un matériau avec 2 couches, une couche opaque et une couche translucide, et on vient ablater la couche opaque qui est superficielle, de manière à faire apparaître de manière sélective, spatialement sélective, la couche semi-transparente. Et lorsqu'on appuie sur le bouton, la LED, la lumière va passer au travers à l'endroit où on a nettoyé. Donc, si je change d'application, cette fois-ci, on va passer dans un régime toujours non ablatif, c'est-à-dire sans enlèvement de matière, mais avec une fusion de la surface. Alors, dans les conditions qui vont bien avec une couverture gazeuse, on arrive à produire une fusion de la surface, et sous l'effet de la tension de surface, la surface va se lisser, et on va produire comme ça un effet de polissage. Alors, vous avez un exemple ici sur de l'aluminium qui a été sablé, et on voit les zones qui ont été polies au laser. On diminue la rugosité à peu près d'un facteur 10. C'est la même chose ici sur un acier martensitique, où avec des profils de surface, on voit que la rugosité moyenne a diminué. Alors, on introduit des contraintes de traction, puisqu'on fond, et donc on réduit la tenue en fatigue. Par contre, on améliore la résistance à la corrosion, et je précise que ce procédé ne nécessite pas de post-traitement, et qu'il est bien plus rapide que le polissage mécanique. Vous avez ici, par exemple, de 10 à 90 secondes par centimètre carré, en fonction de la configuration. Maintenant, si on reste dans le même régime avec une modulation d'intensité, on peut arriver à contrôler les mouvements de matière, et ensuite la matière, lorsqu'elle va refroidir, elle va se figer, et avec des variations d'altitude que l'on peut utiliser pour venir texturer la surface. Là, vous avez par exemple un plot qui a été réalisé, qui fait à peu près 1 mm de haut. Décidément, on a des petits soucis de connexion avec John. Je suis désolé qu'il y ait des petits problèmes à se connecter de nouveau. Emmanuel, si tu veux intervenir peut-être sur cette présentation, si tu as 2 petites secondes, voilà, ou sinon on fera ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Je sais que Girolamo est connecté avec nous, Girolamo Nicusi pour Alpha9. Et donc on va pouvoir passer peut-être directement à la présentation de Girolamo et revenir sur celle de John. Allez, on tente John de le reconnecter. Voilà.
John Lopez, de nouveau avec nous. Excusez-nous pour cette petite interruption. John, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Désolé, hein, c'est la première fois que ça arrive sur des webinaires comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il y a peut-être des travaux. Bon, c'est les aléas des connexions. Allez, voilà. Donc, je continue, effectivement. Donc, on peut appliquer ce type de texturation, enfin, ce type de procédé par remodelage de surface pour venir produire des texturations de type gecko, ici, ou encore ici, vous voyez des vaguelettes, où avec une variation de hauteur typiquement 0,5 mm. Et là, sur ce type de texturation, on a des structures avec une dimension caractéristique de 2 mm, où on voit à la fois des angles positifs et négatifs. Je précise qu'ici, il n'y a pas de gravure, il n'y a pas de perte de matière. Et l'autre avantage également, c'est qu'il n'y a pas de post-traitement. La surface a été fondue, donc elle est lisse d'origine. Il n'y a pas de finition à faire. Et on est également, le dernier avantage, c'est qu'on est sur des temps de texturation qui sont considérablement plus courts que la gravure laser, puisqu'on est 10 à 40 fois plus court que la gravure laser. Par contre, c'est un procédé qui est basé sur la fusion, donc il faut faire attention aux changements structuraux. J'avance, si voilà. Donc là, une autre famille, cette fois-ci, ce sont les procédés basés sur l'auto-organisation de surface sous l'effet d'un rayonnement. C'est-à-dire que là, on n'a pas d'ablation, il n'y a pas d'arrivement de matière, mais c'est la matière qui va réagir et s'auto-organiser sous l'effet du rayonnement. Tout d'abord, on commence par la formation de petites vaguelettes, ce qu'on appelle les ripples, qui vont ensuite évoluer lorsqu'on augmente le nombre d'impulsions, sous forme de spikes qui peuvent faire ici. Alors là, on était sur des structures qui avaient une période typiquement de plusieurs centaines de nanomètres. Et là, on arrive à des plots avec une double texturation micro et nanométrique qui vont faire jusqu'à 40, voire 50 microns de hauteur. Alors, pour ce type, voici le type de structure que l'on peut obtenir en fonction des paramètres laser. Merci. Effectivement, alors des structures qui sont orientées ou non orientées pour des effets qui sont, par exemple, irisés, comme on peut voir. Là, c'est un effet qui est orienté, l'irisation. Ce type de surface, donc ici, vous voyez là, c'est plutôt des spikes. C'est un piège à lumière. Et là, vous voyez du titane qui a été texturé. Ce noir, la surface n'est pas brûlée, elle est traitée au laser, sans post-traitement, elle est brute d'usinage. Et on a une réflectivité totale qui baisse à moins de 2%. Là, vous avez également, avec ce type de structure, on peut obtenir des propriétés super hydrophiles ou super hydrophobes, en jouant à la fois sur la morphologie et la chimie de surface, et également des propriétés antibactériennes. La dernière technique que je présenterai, c'est la structuration de surface par interférence. Cette fois-ci, on va faire interférer plusieurs faisceaux laser, en l'occurrence ici 2, par exemple, et donc on va produire une figure d'interférence qui va induire une modulation d'intensité sur la surface. Donc sur la surface, on voit ça, et si maintenant on fait un balayage, on peut produire des structures très régulières sur des surfaces étendues, vous savez, des structures 1D, voire des structures 2D, par différentes techniques. Et là, on est par exemple sur de l'acier avec un pas de l'ordre de 10 microns dans les deux cas. Donc, pour conclure, en guise de perspective, je dirais que les tendances actuelles sont de transférer ce type de procédé sur des surfaces étendues. Alors également ici, par exemple, on voit des échantillons. Là, c'est une pièce qui fait presque 1 mètre carré, qui était texturée. On fait des ripples, c'est cet effet irisé dont on parlait sur le colibri tout à l'heure en début de séminaire. Et là, on est sur des vitesses de 20 cm² par seconde. Ici, on est plutôt sur de l'usinage, où on vient graver ces petites vaguelettes, ces petites riblettes, là, de manière à faciliter l'écoulement sur une pièce, probablement une pièce de voilure tournante. On est sur 23 mm² par seconde. Et là, sur une pièce qui fait sur une surface de 10 cm par 10 cm, on voit cet effet noir profond qui a été produit par laser. Donc, il n'y a pas de post-traitement, c'est un traitement purement laser. On est à 2 mm² par seconde. Et je dirais également, pour accompagner, pour texturer sur les grandes surfaces, il faut des lasers de forte puissance moyenne. Et donc, il faut également l'ingénierie de faisceau pour transporter ce faisceau, mettre en forme ce faisceau et balayer la surface avec ce faisceau. Et pour conclure, je dirais aussi que les tendances sont à transposer ce type de procédé sur des matériaux autres que les métaux, comme par exemple les diélectriques, les semi-conducteurs, les céramiques, mais également des matériaux plus, on va dire, techniques comme le graphène ou les silver nanowire. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je suis encore désolé pour les 2 coupures et je remercie également les sociétés qui m'ont donné des belles photos. Merci beaucoup, John. Donc, on a quelques questions. Alors, je vais essayer de les publier. Voilà, quelles sont les dimensions des gravures de Monsieur Christophe Bureau? Alors, je ne sais pas de quelle gravure vous parlez.
mais si on parle des gravures 2D ou 3D, alors pour les gravures 3D là, sur les moules, etc., on est sur des gravures qui peuvent faire plusieurs centimètres carrés, voire au-delà. Et également, en termes de résolution, on est typiquement sur des résolutions inférieures à 10 microns. Et en termes de finesse, je ne sais pas, sur les plus petites, au début. Typiquement, alors le faisceau, on peut, avec un faisceau infrarouge, on peut avoir une résolution de à peu près, alors sur la largeur de trait minimum, on est sur 1 à 2 microns, c'est ce qui est possible techniquement. On peut aller en dessous avec des lasers UV, mais après, ça devient délicat à mettre en œuvre. Donc en général, on est plutôt sur des faisceaux, des largeurs de faisceaux qui vont faire entre 10 et 15 microns, et avec une résolution de déplacement typiquement à 2 microns. Merci John. Deuxième question de Monsieur Marc Faucheux. Quelles sont les limitations des lasers pour aller plus rapidement en structuration? Alors, pendant très longtemps, on disait aux fabricants de lasers que c'était la puissance moyenne. C'était vrai, hein, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on a des lasers qui sont des lasers à fil qui montent à plusieurs kilowatts, des lasers picosecondes et femtosecondes qui atteignent plusieurs centaines de watts, voire bientôt le kilowatt au niveau commercial, je parle. Donc, ce n'est plus le laser qui est aujourd'hui le point limitant, on est plutôt sur l'ingénierie de faisceau. C'est-à-dire comment faire en sorte d'utiliser ces fortes puissances moyennes tout en conservant les propriétés intéressantes de l'interaction. Parce que souvent dit, qui dit forte puissance moyenne dit échauffement de la matière, accumulation thermique et des effets collatéraux. Et donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir transposer la qualité de ces gravures à ce grande échelle en utilisant des fortes puissances moyennes. Et donc, il faut souvent diviser le faisceau ou mettre en place de l'ingénierie de faisceau de manière à minimiser cette accumulation thermique, en balayant très rapidement ou en travaillant en plusieurs points. Merci John. Et oui. Finalement, une dernière question. Alors, juste pour répondre rapidement à la question, on est limité par la métallurgie. Tous les procédés qui sont liés à la fusion, c'est la métallurgie, et les autres, en général, c'est par l'absorption des matériaux. Merci. Donc, merci John. Nous allons passer à la prochaine présentation. Donc, Girolamo Mincusi du Centre de ressources technologiques bordelais Alphanov, qui va nous parler de production de masse de surface micro et nanostructurée. Girolamo, c'est à toi. Bonjour, merci. Bon, je me présente. Je suis Girolamo Mincusi du Centre technologique Alphanov et je suis le chef du groupe micro au sein de la BU procédés laser. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vais vous parler de notre rôle au sein du projet, à l'intérieur du projet NuSkin. Donc, je vais couper la caméra pour avoir un peu plus de bande. On va avoir des soucis. Donc, voilà, quelques mots. J'essaie d'avancer. Voilà, parfait. Quelques mots sur Alphanov, centre technologique pour l'optique et les lasers. Fait partie du pôle de la route des lasers et des hyperfréquences. Ici, vous voyez quelques chiffres clés sur nos activités. On a été créé en 2007 et là, on va avoir un turnover de presque 4 millions d'euros. Donc, petite introduction sur le projet NuSkin. Donc, NuSkin fera l'objet d'une présentation détaillée de la part de Romain Hérault plus tard. Je vais juste introduire les concepts de base. Donc, l'objectif de NuSkin est de mettre en place ce qu'on appelle un Open Innovation Test Bed, c'est-à-dire un circuit d'acteurs différents, tels que centres technologiques, entreprises, associations industrielles et universités, et pour permettre en fait la réalisation de produits innovants avec une forte valeur ajoutée, et cela grâce à l'utilisation de nanotechnologies. NuSkin, disons, qui a été financé par la communauté européenne à hauteur de environ 15 millions d'euros sur une période de 4 ans, et il est commencé en 2020.
Voilà comment il est organisé. Donc, il prévoit la participation de 34 partenaires, en gros, qui sont organisés en différents groupes. Il y a un premier groupe de partenaires, ce qu'on appelle le Single Entry Point, qui a un rôle d'interface, un rôle un peu pivot, entre toutes les entreprises que nous, on appelle Innovation Ecosystem, qui ont envie, comment dire, de faire de l'innovation, qui sont ouvertes à l'innovation. Et donc, c'est l'interface entre ces entreprises et le groupe des partenaires techniques. Le projet est après complété par un groupe de partenaires industriels et qui bénéficieront d'un premier lot de cas d'études sur une durée de 6 mois. À partir de l'année prochaine, il y aura d'autres cas d'études qui seront ouverts à travers des open calls. Chaque open call fait l'objet d'une collaboration et il est prévu un financement pour 60 000 €. Et dans cette phase, en fait, du projet, les partenaires techniques travaillent à la formation de ce qu'on appelle des nouvelles propositions techniques. Voilà. Les propositions techniques de AlphaNov sont basées sur la texturation de surface par laser. Plus en particulier sur l'utilisation des lasers femtosecondes pour générer des structures avec différentes morphologies. Ici, vous voyez un exemple de ce qu'on est capable de faire. Donc, l'idée, c'est que induire des nouvelles, des morphologies avec des structures avec des morphologies à l'échelle nanométrique et micrométrique sur la surface des métaux, par exemple, ou des matériaux en général, permet d'obtenir et de modifier les propriétés de la surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut, sans l'application de coating et sans modifier le matériel, augmenter la valeur ajoutée du matériel. Par exemple, alors, dans la période 2016-2020, AlphaNov a participé à un projet qui s'appelle TriClean. L'objectif était de générer des surfaces qui montraient des propriétés antibactériennes. Dans le cadre du projet TriClean, nous avons été capables de générer différents types de morphologie surface. Vous voyez ici, on parle de ce que John appelait des vaguelettes, donc des Laser Induced Periodically Surface Structure, de la taille de l'ordre, de quelques centaines de nanomètres. On a généré aussi des surfaces à 2 dimensions, de l'ordre nanométrique, mais aussi des microstructures sur 2 dimensions qui s'appellent spikes. Et ce qu'on a fait après, c'était d'évaluer si ce type de structure empêchait la prolifération des bactéries. Et les résultats, par exemple, ont montré, et si vous voyez le graphe, que pour certaines bactéries, et en particulier le coli, ce qu'on appelle le coli, les surfaces structurées avec des ellipses, donc ce que vous voyez ici au centre de la planche, en fait, donne lieu à une diminution d'un facteur 1000, parce que l'échelle ici, c'est logarithmique, de la concentration de bactéries. Donc, ça montre bien qu'il y a une action anti-bactérienne. Pour réaliser tout ça sur une surface large, nous avons aussi réalisé une machine. Alors, cette machine dédiée permet la réalisation de surfaces texturées et en particulier antibactériennes sur une taille d'environ 1 mètre carré avec une productivité qui est assez élevée. On parle de quelques décimètres carrés par seconde.
Et on peut générer pas seulement des surfaces antibactériennes, mais aussi hydrophobiques, en anti-givrage, anti-fouling, ce qu'on appelle anti-fouling. Cela a été rendu possible grâce à l'intégration de technologies de pointe, comme un laser femtoseconde qui est capable de livrer 350 watts de puissance et à 10 MHz, ou un système de balayage du faisceau qui permet des vitesses de balayage de l'ordre de 200 mètres par seconde. Si vous voulez, là, on est sur un niveau de maturité technologique qui on peut évaluer autour de 5-6, et comme résultat, on a pu texturer un moule avec une texturation, un moule d'injection avec une texturation anti-bactérienne. Mais on veut aller un peu au-delà. On veut faire un upgrade de cette machine. Et c'est ça l'objectif du projet NuSkin. En fait, on veut passer à une production de type continu qui est automatisé et qui est très précis. Donc, pour faire ça, on a décidé de mettre en place un système de production basé sur la technique de roll-troll, et qui permet en fait aussi, qui inclut aussi un système de monitoring de ce qu'on fait inline. Donc ça, on peut évaluer le niveau de maturité technologique aux alentours de 7, si vous voulez, et cette machine a été finalement livrée dans nos locaux. On est en train de résoudre les derniers bugs avant de lancer les premiers tests, et ça inclut aussi un système basé sur la scatarométrie et qui permet en fait de voir quel type de structure on est en train de produire et s'ils sont conformes à ce qu'on cherche. Voilà, une fois qu'on a pu texturer la surface d'un rouleau métallique, soit on est content de ce qu'on a déjà, sinon on peut passer un produit à travers une technique qui est le moulage, dont je vous ai parlé déjà. Ici, vous voyez des résultats que l'on a obtenus récemment. Sur ces deux images, vous avez deux types de structures qui ont été générées, et en bas, ça c'est le résultat après le moulage. Comme vous pouvez le voir par ce graphe, la différence est faible. On parle de différence de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Ça veut dire qu'on est capable effectivement d'imprimer la structuration qu'on a générée. Une autre possibilité sur laquelle on veut, comment dire, on va faire des tests lors du projet NuSkin, c'est de faire du forming, c'est-à-dire de donner la forme à travers la pression des rouleaux qu'on a texturés. On est en cours de contact, les contacts sont en cours avec des sujets qui pourraient nous aider dans ce sens-là, et aussi avec la société Aperam, qui est le premier bénéficiaire de ce projet, avec qui on va collaborer dans les prochains mois. Alors, quel type de propriétés on peut envisager à côté des propriétés antibactériennes avec cette machine? Bon, ici, je vous fais des exemples. Il y a une grosse problématique liée à la formation de givre sur des surfaces, et ça pour des marchés comme l'aéronautique, ou pour la distribution et la génération de l'énergie, ou pour la viabilité. Là, nous, on pourrait générer des surfaces qui montrent des propriétés anti-givrage. En fait, si vous pouvez ici, disons, le lien, c'est que on a vu que les surfaces suprahydrophobes montrent aussi des propriétés anti-givrage. Si David peut lancer la vidéo, voilà, c'est une petite vidéo qui nous montre ce qui se passe. En fait, tout d'abord, il y a une goutte qui tombe sur une surface hydrophile, et la goutte s'accroche et va former du givre. La température est à moins 20 degrés, comme vous pouvez voir. Si la surface est hydrophobe, la goutte rebondit partiellement. Il y a la formation de givre, mais c'est moins étendu. Enfin, si on a une surface sous-hydrophobe,
la goutte rebondit et il n'y a pas de formation de givre. Donc, basé sur ce concept, on a vu que ce type de surface, avec ce type de structure que vous voyez ici sur la droite, sont capables de générer une propriété suprahydrophobe. Et donc, ça, on peut les réaliser avec notre machine comme possibilité de collaboration avec les sujets qui sont intéressés. Une autre possibilité, c'est de générer de surfaces qu'en anglais s'appelle anti-fouling, c'est-à-dire que ne permet pas la génération d'un biofilm sur la surface. Ça représente un problème, par exemple, dans les tanks pour le transport de liquides alimentaires ou de carburant, ou aussi dans les gros tubes et dans les pompes qui sont dans la mer, où ça peut représenter, par exemple, un problème ou une application possible sur les bateaux qui sont faits en acier. Dans ce cas-là, ce qu'on peut réaliser, c'est des structures qui sont inspirées par la nature, comme il a pu dire John tout à l'heure. Donc, ce type de structure inspirée au requin ou au crabe et qui montre le même type de propriété anti-fouling. Enfin, on peut, avec ce type de machine, se dédier à la texturation des électrodes utilisées pour les batteries, en particulier pour les collecteurs de charge. Il y a une publication qui a montré qu'une structuration de ce type permet une amélioration des performances des batteries en termes de 50%. Voilà, je suis arrivé à la fin. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Merci Girolamo. Donc nous avons une question de Madame Sophie Hong. Avec cette technologie de laser, quels substrats permettent d'avoir un effet super hydrophobe? Oui, je vais vous répondre en fait très facilement sur les métaux, mais on peut aussi envisager des polymères et aussi des matériaux composites. Ils sont en cours des tests pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de superhydrophobie sur les matériaux transparents. Merci Girolamo. Alors je ne vois pas d'autres questions. David, tu confirmes? Donc nous allons passer à la présentation suivante, donc de la société LASEA, membre du pôle Alpha RLH, donc avec Monsieur David Brunel qui va nous parler de fonctionnalisation de surface par laser pour améliorer la fabrication industrielle d'implants médicaux et de batteries, ou sur batterie, on va voir. Bonjour à tous. Je confirme bien qu'il s'agit de batteries. Oui, je pense que c'était une coquille, oui, je ne comprenais pas assez. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle David Brunel, je suis responsable de l'unité process et modélisation de la R&D de LASEA, du groupe LASEA. Donc ici, on va montrer des résultats obtenus de fonctionnalisation de surface par LIPS, donc par LIPS pour l'amélioration d'implants et de batteries. Donc tout d'abord, une présentation succincte du groupe LASEA. Donc nous sommes maintenant plus de 100 personnes réparties sur différents sites, et notamment 3 entités de développement technique principaux, que sont LASEA Liège, où on fabrique les machines, et également depuis 6 mois l'intégration de Optech, qui a rejoint le groupe LASEA, basé à Mons, et également donc le LASEA dédié au système optique industriel, qui est lui basé à Bordeaux. Donc avec très récemment, nous venons de changer de bâtiment avec un nouveau bâtiment composé de 3 étages, une capacité de produire 16 machines automatiques et une capacité également d'abriter donc plus de 50 lasers, à savoir à 90% femtosecondes. Nous avons une surface de production d'environ 7000 m² répartie sur 5 sites et sur 5 continents différents, avec plus de 100 employés, une expérience d'environ de plus de 20 ans, environ 40 brevets à notre actif et plus de 1500 machines réparties tout autour du monde. Voici un exemple, une overview des différents laboratoires sur les différents sites. Maintenant, je vais passer à la motivation. Donc, pourquoi nous avons fait ce développement technique?
Donc, il s'est incorporé dans le projet Laser for Surf, qui veut signifier donc Laser for Mass Production of Functionalized Metallic Surfaces, où ici vous avez une vue d'ensemble des différents partenaires. La première problématique était des méthodes actuelles pour la texturation de surface, notamment pour les implants. Donc, l'utilisation actuelle beaucoup de composants chimiques pour modifier la surface, donc, ce qui veut dire l'utilisation d'acides, d'anodisation ou encore de différents coatings, de différents types de coatings, ou encore une autre technique actuelle qui est la modification physique par sandblasting, par exemple. Donc, les limites au niveau commercial de ces différents traitements sont qu'il n'y a pas la possibilité d'organiser les différents patterns et de fournir des structures ordonnées. Donc, ces structures ordonnées qui pourraient guider la prolifération des différentes cellules dans une direction préférentielle. Il n'y a pas non plus la possibilité de cibler de manière spécifique certaines zones, donc ce qui nécessite d'ajouter des étapes de masquage pour texturer des zones spécifiques, ce qui complexifie fortement les étapes de production à l'heure actuelle. Et également maintenant la problématique environnementale, donc tout ce qui concerne l'utilisation de produits chimiques ou avoir des résidus ou des bouts résiduels qui sont organiques, qui sont maintenant un vrai problème. Donc l'objectif au sein de ce projet était de pouvoir améliorer la partie OCO intégration avec des topographies prédéfinies sur la surface des implants, d'être au niveau écologique, d'être propre, d'être également rapide et économe en termes d'utilisation machine, tout en répondant toujours aux régulations en termes de santé, enfin de la régulation sanitaire, et également donc de pouvoir être applicable autant sur des surfaces petites que des surfaces complexes. Donc ici, on a surtout visé donc la texturation de vis. La deuxième motivation était donc ce qui concerne les batteries. Donc ici un exemple, une vue schématique de comment sont faites les batteries, que ce soit des batteries donc ici ce sont des batteries pour voitures, mais ça s'applique également aux batteries pour smartphones. Le principe de base étant un empilement d'anodes et de cathodes, donc les anodes en cuivre et les cathodes en aluminium, avec un séparateur entre elles. Le but étant de pouvoir extraire de manière efficace et de garder une bonne qualité de batterie sur un temps relativement long. Donc l'objectif était de fabriquer une machine, une station de travail complètement automatisée pour les différents processus de fabrication. Donc, pour répondre aux différents besoins, il y a eu toute une étude qui a été réalisée par le partenaire Tate de Process, donc qui a généré une base de données à partir de laquelle, qui référençait tous les différents types de LIPS qui étaient nécessaires pour les applications visées. Donc, cette base de données comportait beaucoup de paramètres laser que nous avons cherché à automatiser et à adapter en fonction de la machine. Donc, cette machine comporte également un module optique afin d'appliquer correctement les paramètres laser sur la pièce et un module d'analyse qui lui permettait de vérifier à la fin de la chaîne, donc permettait de vérifier si les LIPS produites étaient en accord ou non avec celles qui étaient désirées. Donc, comme j'ai dit, donc on partait d'une base de données et cette base de données nous donnait donc des paramètres laser pour un type de LIPS voulu. Et en fonction de ces paramètres laser, on prenait en compte les propriétés de la machine elle-même, donc qui sont d'une machine à une autre, on a des propriétés différentes, notamment, on va parler par exemple de taille de spot pour parler de quelque chose de simple, ou la longueur du faisceau, la position des wastes, etc. Donc on passe tout ça dans une fonction de transformation, d'adaptation des paramètres de référence en prenant en compte les propriétés de la machine qui nous donnent donc des paramètres adaptés afin d'avoir une reproduction fiable et automatique de la base de données. Donc ça a été vérifié. On a pu le vérifier sur différents matériaux. Donc par exemple ici pour l'application des batteries, où on voit donc l'application autant sur le cuivre que sur l'aluminium, où la reproduction de ces LIPS a été validée. Et on a pu également au sein du même projet, donc l'appliquer sur des grandes surfaces. Donc ici, on parle de feuilles de format A4, donc très intéressant pour le domaine des batteries.
Donc, sur les deux sur les différents matériaux, autant cuivre que aluminium. Et également, donc, la partie plus compliquée qui était la partie de texturation d'objets 3D. Donc ici, on parle d'implants de vis, comme on peut voir sur les images, et également d'implants cervicaux. Donc pour ça, une technologie a été développée qui était la technologie 7 axes. Donc pourquoi 7 axes? Parce qu'on combine à la fois 5 axes mécaniques pour réaliser le positionnement 3D de la pièce avec 2 axes optiques fournis par un scanner qui balaye le faisceau laser sur la pièce à grande vitesse. Donc dans le principe d'utilisation de la machine est relativement simple. On charge un fichier 3D, un CAD, sur lequel on va appliquer donc, les différentes trajectoires voulues pour faire la texturation souhaitée. Donc ça se fait grâce à un CAD CAM qui prend en compte toute la cinématique de la machine, autant les dimensions 3D, par exemple, pour éviter tout ce qui est collision, que les courses des axes aussi, également que le positionnement précis de chaque axe ou de chaque centre de rotation, les uns par rapport aux autres. Quelque chose qui est également très important, c'est que l'utilisation, la combinaison des 5 axes avec un scanner. Il faut savoir qu'un scanner, comme beaucoup de monde le sait, un scanner fournit un balayage qui donne un usinage uniforme dans un plan. Donc il a fallu prendre en compte, pour garder un usinage cohérent, prendre en compte uniquement l'intersection ou calculer tout ce qui est intersection entre ce plan et la surface des pièces. Donc ici, on a un exemple d'application donc sur les vis, où on voit sur la droite donc, les différentes texturations désirées qui ont été obtenues et validées. Donc qui combinaient à la fois la rotation de la vis par les 5 axes mécaniques. Malheureusement, ici, la vidéo ne fonctionne pas. Mais donc, on a une combinaison à la fois des 5 axes mécaniques avec le scanner 2D qui scannait à des échelles millimétriques dans le pas de vis lui-même, donc les lignes que l'on peut voir ici. Donc, ceci a été validé. La reproduction de ce process, de cette texturation a été validée également. Donc, en termes de résultats, on a eu des résultats très intéressants. Donc déjà dans le premier cas, la première application qui concerne les batteries, avec une augmentation du courant, de la capacité du courant de 10 à 30%, une réduction de l'impédance d'environ d'un facteur 5 pour la résistance d'interface, ainsi qu'une meilleure adhésion de l'électrode avec le collecteur. Là, on a une augmentation estimée d'environ, donnée d'entre 60 et 150%. Une réduction du coût et du temps du process physique. Il n'y a pas de dégradation de la surface et les boues générées lors des nettoyages sont à base d'eau et non plus avec des composants organiques. En termes de capacité de décharge des batteries, donc on a également vu une amélioration que les LIPS apportaient grâce aux LIPS, notamment avec une meilleure rétention de la capacité sur les électrodes de cuivre qui ont été texturées par LIPS, donc ici mesurées après 100 cycles. Et également, sur les performances électrochimiques, on a également une amélioration apportée par les LIPS en comparaison de feuilles de cuivre standard, qui ne sont pas texturées. En ce qui concerne les implants, donc il y a eu des tests in vitro qui ont été réalisés, et il a été également observé que les LIPS apportaient quelque chose, notamment des tests, la minéralisation lors de ces tests in vitro. La minéralisation a été augmentée, ce qui prouve une meilleure performance en termes d'ostéo-intégration. Donc pour les implants, donc le laser fournit vraiment une méthode vraiment intéressante, notamment parce qu'il est possible d'ajuster de manière précise donc les différents paramètres pour atteindre des spécifications données. Il est également possible de texturer des formes complexes, comme par exemple ici dans le cas ici des vis, qui est une forme relativement complexe. Et également, donc le laser a un grand intérêt pour les implants dans le sens où il n'y a pas de modification, il n'y a pas de grande modification chimique de la surface. Donc pour finir, on a pu montrer donc un process de production amélioré avec la mise en évidence de la flexibilité, donc la possibilité d'ajuster la rugosité de surface grâce à la flexibilité des différents paramètres laser, mais également une production améliorée avec une diminution des différents steps de process
des différentes étapes de process de fabrication, et le tout avec une technologie beaucoup plus écologique. En termes de performance, en termes de chiffres, donc ici ce sont vraiment des exemples parce qu'il y a vraiment une vaste gamme de lips possibles, de différents types de texturation. Ça dépend également des géométries des pièces. Mais pour l'exemple des vis qu'on a eu ici, et dont je ne peux pas donner les dimensions, mais que nous avons eu au sein du projet, on pouvait fournir entre 48 et 120 pièces par jour, donc ce qui montait jusqu'à entre 4800 et 14 400 pièces par an. Et pour les batteries, donc pour des formats A4, selon les texturations, on atteignait entre 3 et 5 feuilles par jour, donc ce qui fait environ 900 à 1400 feuilles par année. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. David. Alors oui, je crois qu'il y a des questions. Alors, est-ce que tu la vois? Quelles sont les résolutions type des patterns pour les revêtements pour batterie sur les implants osseux? De Madame Colette Turbil. Alors, par résolution, donc on avait souvent des texturations à 2 échelles, donc micrométriques, donc de l'ordre de la taille du spot du faisceau. Et donc, c'est ce qu'on voyait sur les vis. On voyait donc les lignes que l'on voyait sur les vis, les lignes générales étaient réalisées par le passage du faisceau lui-même. L'ellipse, par contre, en elle-même, donc pour ces lignes du laser, on est de l'ordre de quelques dizaines de microns. Pour l'ellipse elle-même, on a des périodes d'environ de l'ordre du micron, voire submicrométriques, qui sont directement reliées à l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. À savoir également que donc, ces structures au niveau d'ellipse, il y avait un grand nombre de possibilités. Il est apparu que certaines étaient vraiment spécifiques, il n'y en avait que certaines vraiment très spécifiques qui fonctionnaient pour un type d'application ou pour un autre type d'application. Et on avait souvent des mélanges ou parfois des ellipses vraiment complexes. On n'avait pas forcément d'ellipses parfaites. On pouvait avoir souvent, par exemple pour les os, on avait des ellipses avec des patterns relativement complexes, avec donc différentes périodes imbriquées les unes dans les autres. Merci David. Alors je ne vois pas d'autres questions, donc nous allons passer à la présentation suivante. Donc François-Xavier Faye de Technalia, qui va nous parler de l'ingénierie de surface chez Technalia. Donc François-Xavier, je te passe la main. Est-ce que François-Xavier est avec nous? Normalement, pour moi, il l'est. Donc, il y a une activation de micro et caméra. Voilà. Je suis en train de mettre en route mon micro, ma caméra. Voilà. C'est parfait. On vous entend. Voilà. Je laisse la main. C'est parti. Et bonjour à tous. Et merci Emmanuel pour la présentation. Et merci au pôle Alpha RLH pour l'invitation à ce webinaire sur les traitements de surface innovants. Je suis François-Xavier Failly, ingénieur d'affaires à Technalia France pour la division énergie-environnement. Et je voulais vous présenter aujourd'hui notre vision de l'ingénierie de surface à travers notre équipe qui bénéficie d'une expérience de presque 35 ans dans le domaine et pouvoir vous présenter des développements autant au niveau du laboratoire que des applications. Alors, rapidement, Technalia, on est un centre de recherche et de développement technologique de presque 1500 personnes, une trentaine de nationalités différentes. On est principalement basé en Espagne, mais depuis 2019, on a une implantation en Nouvelle-Aquitaine, à Pessac, d'où je vous parle aujourd'hui. Donc, je suis intégré directement dans les équipes de Technalia France. On a l'agrément Crédit Impôt Recherche. Et les domaines d'action dans lesquels on s'inscrit sont assez variés. Et vous allez voir que l'ingénierie de surface tend à aborder ces questions de manière assez transversale, donc que ce soit la transition énergétique, la santé, l'industrie, la mobilité. Alors, le menu aujourd'hui en 3 plats. D'abord, les activités d'ingénierie de surface Technalia. Ensuite, quelles sont les technologies qu'on va utiliser pour ces différentes approches d'ingénierie de surface et un focus particulier sur les applications. Alors voilà, quand on pense ingénierie de surface, on va toujours démarrer du cahier des charges.
d'un partenaire, d'un client. On va étudier disons, le type de surface, de matériaux qui va être utilisé, quelle est la fonction qu'on va vouloir lui apporter, que ce soit une fonction de protection contre la corrosion, esthétique, de résistance à l'usure, de fonctionnalisation. Et à partir de là, on va évaluer, faire une sélection des matériaux, des revêtements et des traitements de surface. Donc, si c'est des technologies qui existent, on va être en mesure de pouvoir conseiller là-dessus. Mais ce qui nous intéresse le plus en tant que centre de R&D, c'est le développement de nouveaux revêtements, de nouvelles technologies, de nouveaux procédés en traitement de surface, également une combinaison de certains procédés différents. Et généralement, on va essayer de trouver des solutions qui ont un impact environnemental ou un impact sur la santé moins important de ce qui se fait sur le marché. Ensuite, on va passer à l'évaluation de la mise à l'échelle ou de l'industrialisation de ces technologies-là pour passer à la première phase, disons, de test et de validation sur des petites surfaces, sur des prototypes, des batchs, et réellement une phase de validation dans un environnement réel, que ce soit environnement opérationnel, disons, que ce soit en laboratoire ou sur le terrain. Vous avez vu qu'il s'est affiché un certain nombre de certifications dont nous bénéficions. Et on va pouvoir évaluer disons, les performances en analysant les défaillances qui auraient pu se créer sur ces structures-là et reboucler sur le cahier des charges. En termes de technologie, on utilise des technologies dites de voie sèche, principalement à base de plasma. Par exemple, le PVD pour Physical Vapor Deposition. On va utiliser des technologies de magnetron sputtering, de high PIMS, par exemple. On va appliquer des technologies plasma pour le traitement thermochimique ou également des projections thermiques de plasma. Également, on va travailler avec des technologies de surface par voie humide, comme par exemple le développement de revêtements sol-gel, l'utilisation de liquide ionique ou de revêtements de conversion, de electrolyse plating ou de passivation. Et également en lien, les mettre en lien ces technologies avec les techniques de dépôt, donc que ce soit par deep coating, roll coating, spraying, donc pour évaluer vraiment le lien et le passage à l'industrialisation. Donc les deux exemples là permettent de traiter des pièces de taille importante, mais on sait travailler aussi avec des tailles plus réduites où on utilise des techniques de micro-nanotexturation en utilisant par exemple du plasma. Les applications, pour commencer les applications tribologiques, donc on va essayer ici de chercher à avoir une moindre résistance au frottement. On a un exemple ici d'une éolienne, donc il y a beaucoup de pièces en mouvement et on va pouvoir se focaliser sur différentes pièces pour réduire l'usure, trouver des solutions de lubrification solide, de roulement pour éviter les pannes, les défaillances de toutes ces pièces-là. D'autres applications en utilisant les technologies PVD pour les lubrifiants solides, on peut voir des applications assez larges dans le domaine de l'industrie, du transport, de l'aéronautique, aérospatiale ou même du secteur médical. Je vais mettre un focus par exemple sur un projet qu'on a eu de développement de lubrifiants solides pour des ball bearings, des roulements. Où on a pu tester cette application pendant 2 ans dans la Station spatiale internationale, où on avait fait installer un laboratoire tribologique. Ou alors aussi des applications dans le médical, avec l'utilisation avec le développement de surfaces biocompatibles et avec réduction des frottements pour les applications de prothèses orthopédiques ou dentaires. Au niveau des technologies, ici, on a un exemple de traitement d'acier inox par nitruration ionique. Donc, on voit ici une première image des décharges luminescentes. Un autre exemple, nitruration plasma pour des aciers à outils. Donc, on a traité cette pièce-là avec un traitement dit duplex. On a une première action du plasma et on est venu aussi déposer une couche de graphite. Donc, l'intérêt est d'avoir une première couche dure, anti-abrasive et qui vient s'ajouter aussi aux fonctionnalités anti-corrosion
qui existaient préalable. Un certain nombre d'exemples encore d'utilisation de ces technologies, hein, que ce soit pour des poinçonneurs, des couronnes de transmission, des outils chirurgicaux. Voilà, vous voyez une diversité d'applications, de tribologies de ces technologies. Maintenant, passant au traitement de surface qui sont en contact avec des environnements extrêmes, hein, que ce soit pour combattre la corrosion, des conditions de température importantes, on développe des solutions sol-gel de protection contre la corrosion. Cet exemple-là, l'Irucoat, est un traitement hybride organique-inorganique, très mince, hein, de l'ordre inférieur à 2 micromètres. C'est assez intéressant dans le domaine de l'aéronautique, hein, parce qu'on a une réduction de l'impact environnemental et de nocivité, puisqu'on n'utilise pas de métaux lourds. Il est assez versatile parce qu'on peut l'utiliser sur des substrats métalliques ou polymériques, l'appliquer en pré-traitement ou en top coat. Et on va voir qu'il a prouvé, il a présenté des résultats en termes de résistance à la corrosion très intéressantes. Donc, par exemple, sur de l'acier galvanisé, on a sur la gauche un échantillon d'acier galvanisé et à droite l'application de notre Irucoat en deep coating. Et on voit, en présence de brouillard salin, pendant 1000 heures d'exposition, des résultats très intéressants. Et également, l'exposition cyclique à la corrosion, on se retrouve aussi avec des performances assez intéressantes. Également sur de l'acier zingué, pareil, on a pu constater des performances qui égalaient ou bien qui surpassaient certains types de revêtements qui pourraient exister, qui utilisent des procédés plus nocifs comme le chrome. Maintenant, en passant toujours sur les applications environnement extrême et sur des matériaux plus légers comme le magnésium, on a fait aussi des développements sur le revêtement de conversion sur ces alliages magnésium, pareil, bonne résistance à la corrosion. On peut jouer aussi sur les aspects esthétiques en intégrant des pigments, ce qui évite une couche supplémentaire de peinture. Et également résistance à la corrosion d'alliages légers, permettant le développement de revêtements de conversion sans chrome hexavalent. On a pu avoir une collaboration avec Boeing sur disons, le développement de ces traitements de surface sur des alliages d'aluminium. Maintenant, passons à des fonctionnalités optiques. Donc, on revient sur l'application des sol-gel. Ici, l'application est pour le solaire photovoltaïque. Donc, on peut voir sur cette image des modules, des échantillons de cellules photovoltaïques où on a appliqué un revêtement sol-gel. Et l'intérêt pour nous était de voir les propriétés anti-reflet, anti-salissure, hydrophobiques de ce revêtement. Et on a pu constater une augmentation de la production électrique de l'ordre de 2-3%. Donc là, le substrat qu'on a utilisé, c'est le substrat de verre d'un panneau conventionnel. Et ce qui est intéressant de voir, l'augmentation de la transmittance sur la bande, sur le spectre lumineux qui capte l'énergie solaire. Et on utilise aussi des revêtements, des traitements PVD pour avoir des revêtements anti-reflets sur d'autres types de matériaux que le verre, comme par exemple sur les matériaux métalliques. On change de domaine. Maintenant, dans le domaine du médical aussi, on a des applications assez intéressantes pour des traitements de surface antimicrobiens qui ont été obtenus par des traitements plasma. Ici, on a essayé, en plus d'avoir ce traitement antimicrobien, d'ajouter une surface avec un élément antibiotique, donc qui va permettre de diffuser de manière contrôlée cet antibiotique dans le corps d'un patient. On peut penser à un cathéter, on viendrait intuber un patient avec ces nouvelles propriétés-là. Et également sur des technologies de revêtement antimicrobien pour la résistance à l'usure, aussi obtenues par PVD, concrètement appliquées sur des outils chirurgicaux.
on va avoir une bonne performance d'un revêtement dur, mince, biocompatible pour les applications chirurgicales. Encore quelques exemples maintenant sur l'énergie. La preuve d'une transversalité aussi au sein de Tecnalia. Ici, on a fait des développements sur des membranes à base de palladium pour la purification et la production d'hydrogène. Donc ici, on voit la membrane. On est venu appliquer par deux technologies, par magnetron sputtering ou electrolysis plating, une couche de palladium. Et l'avantage qui représente, c'est une bonne sélectivité des molécules d'hydrogène, donc qui va permettre de purifier ou de produire de l'hydrogène. Donc ensuite, ces membranes-là, on les intègre dans des réacteurs membranaires qui vont permettre de favoriser la réaction chimique entre les atomes et de faire passer les molécules d'hydrogène dans ces membranes-là. Cette technologie est concurrente à des technologies SMR et on propose des propriétés très intéressantes en termes de prix notamment. Et cette propriété intellectuelle ou ces développements ont été transférés dans une spin-off aujourd'hui qui s'appelle H2Site, dont l'objectif est de la mise sur le marché, l'industrialisation et la commercialisation de ces réacteurs membranaires. Un sujet qui est très en vogue en ce moment. D'autres applications en énergie, energy harvesting, récupération d'énergie, que ce soit par les technologies thermoélectriques, on va jouer sur le gradient de température, ou alors des applications triboélectriques comme les TENGS. Donc, on va récupérer de l'énergie par frottement entre deux surfaces. Des applications maintenant dans le domaine des batteries. On a développé des micro-batteries à base de lithium-ion, batteries tout solides avec ces processus de magnetron sputtering. Donc là, on a pu, vous voyez sur cette image-là, le dépôt successif de couches pour obtenir une micro-batterie de l'ordre de quelques micromètres, en dessous de 10 micromètres. Les applications sont assez diverses parce qu'on peut trouver ces batteries autant dans le domaine de la microélectronique, l'espace, l'IoT, les dispositifs médicaux. Et on a pu utiliser aussi ces techniques de traitement de surface pour protéger les électrodes qui existent dans les batteries au lithium et favoriser le passage des ions entre l'électrode et l'électrolyte. Et pour finir, un dernier exemple, on revient dans le domaine de l'hydrogène, mais cette fois, l'utilisation dans les piles à combustible et les électrolyseurs, où on a appliqué, disons, par technique PVD, on a pu développer un catalyseur nanostructuré pour le platine qui est utilisé dans les piles à combustible ou les électrolyseurs. Pour conclure, vous aurez compris qu'à Tecnalia, ce groupe d'ingénierie de surface bénéficie d'une vision assez transversale, que ce soit sur les technologies qu'elle emploie ou sur les secteurs d'application. On a de fortes compétences dans le domaine du développement de ces nouvelles techniques de traitement de surface ou de revêtement, et tout ça pour des applications assez diverses dans l'industrie, l'aéronautique, le spatial, la santé ou l'énergie. Et la plupart du temps, on essaye d'avoir une approche, disons, consciente des risques humains de différentes technologies qu'on aura développées et de réduire au maximum l'impact sur l'environnement. Voilà, je vous remercie et s'il y a des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci François-Xavier. Je vois une question. Quel type de laser utilisez-vous? Alors, j'ai mis l'accent sur des technologies différentes de celles des lasers. Alors, on travaille plutôt sur les techniques de micro-nanotexturation à base de gravure de plasma, UV-nil, nil thermique, gravure chimique. D'accord, donc je ne vois pas d'autres questions. Donc merci encore François-Xavier. Donc nous allons passer à la dernière présentation
de ce webinaire. Donc Romain Hérault, chef de projet NewSkin pour le pôle Alpha RLH, et donc il va nous parler du projet européen NewSkin comme un accélérateur de l'industrialisation, de la nanostructuration et des nanotraitements de surface. Romain, c'est à toi. Merci Emmanuel. Donc effectivement, je suis Romain Hérault, chef du projet NewSkin au pôle Alpha RLH. On a déjà un peu parlé du projet NewSkin lors de ce webinaire, donc je vais essayer d'apporter encore quelques compléments. Donc le projet NewSkin, pour rappel, c'est un projet financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 et qui vise vraiment à accélérer l'industrialisation de nouveaux procédés de traitement de surface au niveau nanométrique et de transférer ces innovations dans l'industrie. Donc c'est un projet important qui rassemble 34 partenaires, dont 14 CRT qui sont situés ici, 7 clusters sur la droite et 14 qu'on appelle des end users, des premières entreprises qui vont valider en fait les technologies. Le rôle des clusters dans ce projet, c'est de faire le lien entre les innovations développées par les CRT et validées par les end users, et faire le lien avec notre écosystème, c'est-à-dire nos adhérents, nos partenaires et tout notre écosystème de manière plus générale, afin de pouvoir faire profiter en fait de ces innovations au marché. Parmi les CRT, Jérôme Milkouzi a déjà fait une présentation et vous avez compris qu'Alphanov est donc membre du projet et se concentre sur la texturation à laser. Parmi nos adhérents, nous avons aussi Technalia qui, au sein de NewSkin, va améliorer ses systèmes de coatings et notamment à partir de technologies sol-gel. Dans le cas de NewSkin, ils vont aussi se concentrer sur le développement de la technologie HiPIMS et vont mettre à disposition des moyens de test, des infrastructures de test pour tester et valider des nouveaux produits nano-structurés dans des environnements complexes. En parallèle de ces CRT, on a d'autres organisations qui sont importantes au niveau européen dans l'innovation. C'est le cas du Fraunhofer, par exemple, en Allemagne, le LITAT ou encore le centre de recherche CIRIS, basé lui en Belgique. Ce projet est coordonné par la Convention européenne de la construction métallique, qui est basée à Bruxelles et qui rassemble en fait tous les acteurs, qui représente tous les acteurs de la construction métallique à Bruxelles. Le budget du projet, c'est 16 millions d'euros et il a commencé le 1er avril 2020 et s'achèvera au 31 mars 2024. Donc sur cette slide, vous avez 3 tableaux qui présentent les technologies en développement dans le cadre de NewSkin, les effets qui seront attendus en fait sur les surfaces et les secteurs à viser par le projet. Donc vous pouvez voir que c'est un projet ambitieux, puisque les technologies que l'on souhaite développer sont multiples concernant le traitement de surface. On a bien évidemment la texturation de surface par procédé laser. On développe aussi plusieurs systèmes de dépôt chimique en phase vapeur assistés par plasma. C'est le cas de Technalia qui se concentre sur cette technologie par exemple, ou encore du Fraunhofer. Comme je vous l'ai expliqué, on développe aussi la technologie HiPIMS qui fait partie en fait des systèmes PVD. Et aussi, comme dans la mesure où le projet vise à industrialiser ces processus et texturer de la matière en grande quantité, on développe ce qu'on appelle les procédés roll-to-roll et la texturation lors du moulage. Donc les effets qui sont attendus, un des principaux effets, c'est le contrôle en fait de l'eau sur les matières, donc via des effets super hydrophobes ou super hydrophiles. Ces effets-là enchaînent ont pour effet d'autres effets par la suite, comme l'antibactérien, l'anti-givrage ou l'anti-fouling sur les matières. Par ailleurs, le projet concerne aussi plusieurs aspects sur la tribologie et on souhaite réduire donc la friction de plusieurs matériaux qui vont être sujets à des frottements et à des chocs pour faire en sorte que leur durée de vie soit améliorée. Et les secteurs visés donc sont multiples. On a l'aéronautique, l'énergie, la médecine avec par exemple les prothèses médicales, toute l'industrie de la construction métallique bien sûr,
la photonique, la céramique, et le projet vise aussi à développer des systèmes de traitement de l'eau via notamment des membranes à base de graphène qui peuvent permettre, entre autres, la désalinisation de l'eau. Cette liste n'est pas exhaustive. Je vous invite ensuite à aller visiter notre plateforme que Alpha RLH a développée et gère dans le cadre du projet. Vous avez le lien ici en bas de la slide. Je vais en dire quelques mots par la suite. Ici, vous avez deux images qui présentent les machines. Donc là, ici, on a une machine Hypimps de Tecnalia et la machine Roll-to-Roll d'Alphanov. Donc, concernant le projet et son calendrier, nous avons divisé en fait le projet en deux phases. Dans une première phase, donc de 2020 à 2022, les acteurs vont se concentrer sur le développement et l'industrialisation des technologies de traitement de surface, ce qu'on appelle en fait l'upscaling et les testing facilities. Donc, d'un côté, on va développer, nos centres de recherche vont développer des moyens pour pouvoir en fait transférer en grande quantité donc transférer ces innovations dans l'industrie. Et on va aussi développer des systèmes de tests pour pouvoir valider des nouveaux procédés, des nouveaux produits nanostructurés. Ensuite, à partir de 2022, une fois qu'on aura fait tout ce travail en interne, nous visons en fait à transférer ces innovations dans l'industrie via deux outils. Le premier, ce sont ce qu'on appelle les open calls, qui vont débuter à partir de avril 2022. Et des entreprises, des universités et des grands groupes pourront candidater pour pouvoir développer un pilote et utiliser en fait les infrastructures du projet. Il y aura aussi la possibilité de tester des produits nanostructurés par d'autres structures en fait. Et le deuxième outil, c'est la création d'une association internationale à but non lucratif qui sera basée à Bruxelles. Et via cette association, nous visons en fait à pérenniser l'action de Nu Skin en assurant des services qui seraient payants et qui incluraient donc des tests et de l'upscaling. Et les prix des services seraient encadrés par la Commission européenne dans un but en fait de pouvoir fournir des services à des prix abordables aux entreprises, aux chercheurs et aux grands groupes. Aujourd'hui, on a lancé la plateforme interactive Nu Skin, dont je vous ai déjà parlé. Sur cette plateforme, nous visons en fait à rassembler 3000 acteurs d'ici la fin du projet, donc des acteurs qui s'intéressent aux innovations dans le domaine du traitement de surface. C'est via cette plateforme aussi que les entreprises et les chercheurs pourront candidater aux open calls. Donc, je vous invite aussi à vous y inscrire pour suivre l'actualité des open calls et pouvoir, pourquoi pas, vous positionner si vous êtes intéressé. Et c'est aussi une plateforme qui va faciliter la mise en relation entre les partenaires du projet et les inscrits, mais aussi entre inscrits, dans la mesure où des inscrits sur la plateforme pourront s'organiser, se contacter directement pour former de nouveaux projets dans le domaine des traitements de surface et candidater à des projets européens. Nous avons aussi, entre autres, publié les appels à projets du programme Horizon Europe sur la plateforme pour faciliter ces échanges et le montage de nouveaux projets. Donc, je vous invite à visiter la plateforme et à vous inscrire votre organisation pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages. C'est la fin de cette présentation. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur le projet Nu Skin? Alors, je ne vois pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Donc, merci Romain. Donc, effectivement, j'invite tous les participants à se rapprocher de Romain si vous avez des questions ou des envies d'en savoir plus sur le projet Nu Skin. Donc, nous arrivons au bout de ce webinaire. Donc, je remercie les différents intervenants pour leur présentation très intéressante. Je remercie aussi les participants. Donc, nous avons été nombreux à suivre vos présentations. Donc, j'ai regardé un peu, on est monté jusqu'à 45 participants au plus fort des présentations.
Le prochain événement du pôle Alpha RLH lié à ces technologies sera la journée surface optique qui était déjà programmée l'année dernière, mais suite à la crise sanitaire a été reportée. Et donc, nous prévoyons de la faire en présentiel le 14 octobre 2021 à Bordeaux. Nous vous attendons nombreux pour vous inscrire à cette journée et en espérant vous retrouver en présentiel. Donc, à nouveau, je vous remercie. Donc, j'ai été très heureux d'animer ce webinaire. J'ai pu aussi retrouver une vieille connaissance sur la personne de Flavie Broad, avec qui j'ai eu le plaisir de chatter depuis nos années lilloises, il y a une petite dizaine d'années. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Et juste une petite pour la forme, vous recevrez, nos participants recevront le replay de cet événement et vous pouvez télécharger si vous voulez la présentation, les supports de présentation de ce webinaire en cliquant sur tableau d'événements en haut à droite de votre écran. Vous avez un onglet fichier partagé et là vous pouvez réaliser ce téléchargement. Voilà. Merci à vous. À très bientôt.